Alors, bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire dans le cadre des 12 défis du numérique de numériquissimo.fr. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir deux experts qui vont nous parler de no-code, de low-code, d'intégration de l'IA dans le métier de développeur. Et ça va être assez passionnant parce que même pour moi, qui ne suis pas développeur, sincèrement, le no-code a changé ma vie. Et je vous donnerai peut-être aussi quelques exemples parce que j'arrive à faire des petits trucs qui sont certes pas des choses de développeur, mais qui me dépannent bien. Et pas plus tard que hier, on était en train de travailler avec un collègue sur un projet. Et c'est vrai que ChatGPT et Claude nous ont aidés à débugger un petit truc ou à faire un petit morceau de script. Donc c'est vraiment une vraie révolution, même pour les no-codeurs. Alors, avant de commencer, ce que je vous propose, c'est que vous vous présentiez. On va peut-être commencer par Maxime, et ensuite je laisserai Georges se présenter. Sachant que Colimatou, qui devait nous rejoindre aujourd'hui, a un petit ennui de dernière minute, donc il ne sera pas là aujourd'hui, mais on aura quand même deux très bons experts. Alors donc Maxime, je te laisse peut-être te présenter, ensuite Georges, je laisserai te présenter, ainsi que Créante. Bonjour à tous, je m'appelle Maxime, j'ai 30 ans et je suis le cofondateur d'une agence qui s'appelle Shumpo, qui est une agence low-code sur laquelle nous, on essaye de se spécialiser pour faire des grosses applications que la plupart des agences no-code ne peuvent pas faire. C'est pour ça qu'on a une politique de recrutement de 100% de développeurs. Donc, on est tous des développeurs à l'intérieur de Shumpo et c'est comme ça qu'on a monté cette boîte. On est actuellement 7 et on a mené un peu plus de 120 projets, de la petite start-up au grand groupe. D'accord, merci Maxime. Alors, et toi Georges, est-ce que tu peux te présenter? Super, merci à tout le monde. Donc, moi, c'est Georges Del Carpio, fondateur de Créante, une agence no-code, low-code et aujourd'hui avec des outils IA. On utilise pas mal d'outils IA pour accélérer encore plus le processus de développement. Donc, un peu comme Maxime, on accompagne des startups, des grands groupes dans le processus de développement, design, développement et lancement de leurs projets digitaux. Et je crois que toi aussi, vous avez un sacré portefeuille comme Maxime. Je crois que vous avez fait 140 projets, dont des projets en France, parce que tu es basé à l'international, mais tu fais des projets également pour des Français. Et on parlera tout à l'heure de quelques projets développés, comme Maxime nous présentera quelques projets aussi. Tout à fait, ouais. Cela fait 5 ans qu'on a commencé. Donc 2020, ça va faire presque 5 ans en octobre de cette année. Et on a développé plus de 140 projets dans différents pays du monde et pas mal en France. Moi, je suis français aussi, franco-péruvien. Donc, ce qui m'a permis de travailler pas mal avec la France et qu'on continue avec des clients là-bas. Ok, super. Justement, c'est ça les cas pratiques, c'est ça qui va être assez intéressant. Alors donc, tout d'abord, avant de passer un petit peu de manière concrète, donc ce webinaire fait partie des 12 défis du numérique qu'on a listés dans l'association Numériquissimo, hein. Il y avait le Women in Tech, il y avait le SEO, il y avait le marketing, il y avait le CRM, la relation client, avec l'intelligence artificielle. Donc vraiment, c'était intéressant de pouvoir ajouter ce nouveau challenge parce que le no-code et l'IA dans le métier de développeur, ça change vraiment beaucoup les choses dans le numérique. Et donc Numériquissimo, qu'est-ce que c'est? C'est une association qui édite un annuaire des personnalités qui ont fait avancer le numérique en France. Et chaque année, en fait, on édite un annuaire. Et là, en fait, il y a l'édition 2024 qui est parue il y a quelques temps de cela. Et là, on travaille sur la version 2025 que vous pourrez télécharger très prochainement. Mais en attendant, vous allez sur bit.ly/numériquissimo. Et si vous voulez faire partie de l'annuaire 2025, ben aussi, vous pouvez candidater et faire partie de cette fameuse liste annuaire de ceux qui font avancer le digital en France. Alors, ça, c'était la petite partie présentation. Moi, j'ai rassemblé 2-3 chiffres qui sont sur le marché du low-code. Comme je le disais, moi, j'utilise l'IA régulièrement pour générer un petit peu des codes. Et c'est vrai qu'il y a Axel Jean Joker de Jean Joker Studio qui me dit curieux de connaître ton outil IA favori. Alors, il y a tout à l'heure Georges et Maxime qui vont nous livrer leur bibliothèque, leurs tools, leur stack d'outils préférés. Moi, de mon côté, de manière assez simple, je préfère utiliser ChatGPT
et Claude, qui sont, je trouve, des outils simples pour faire du dev. J'ai essayé aussi d'utiliser un petit peu Mistral, mais Mistral est comme un peu un peu moins permissif. Je vous rencontrerai peut-être tout à l'heure, mais je lui ai demandé de me faire un petit code pour faire un petit hack sur LinkedIn, parce que le gros hacking, c'est un peu ce que j'aime bien. Et il y a Mistral qui me dit non, ceci, c'est une tentative de contourner les règles de fonctionnement de Substack. Je ne veux pas coder ce truc-là. Donc voilà, mes deux préférés, mes deux chouchous, c'est cela. Après, j'ai essayé d'autres outils, mais je pense que nos spécialistes vont en dire beaucoup plus que nous. Donc on voit que le marché du no-code, low-code est en forte croissance. Là, on voit une multiplication par 2 d'ici à 2030. Et c'est vrai que avec tous les outils à disposition, ça fait vraiment de la folie. Même moi, à titre personnel, ça me sert à faire des maquettes de produits et du petit dev de base. Donc vraiment, je suis tout à fait en phase avec le fait que le no-code et le low-code vont vraiment révolutionner les choses. Et j'ai publié une petite étude. Là, j'ai récupéré une étude menée par Bubble.io. On en parlera tout à l'heure, qui une plateforme aussi qui permet de faire du no-code, low-code. Et donc, en fait, c'est une étude qui est menée auprès de leurs utilisateurs. Donc, c'est un peu partiel quand même, parce que c'est 350 low-coders. Et donc, ils disent, la question était, d'ici à 2030, est-ce que l'intelligence artificielle va rendre le développement classique, traditionnel, obsolète? Il y a 40% qui disent non, certainement, 24% extrêmement certainement, et 12% qui disent c'est pas du tout sûr. Voilà, donc, et 21% qui sont ni pour ni contre. Et la deuxième question, c'était d'ici à 2030, une grande majorité des développeurs vont utiliser du no-code pour créer des applications. Et donc là, encore une fois, on voit qu'il y a à peu près 27% qui disent probablement, 13% qui disent extrêmement probablement, 25% qui disent un peu, pas trop, qui sont pas trop, qui disent qu'ils sont pas d'avis, et 27% qui disent c'est pas sûr. Alors, vous, votre avis à tous les deux, est-ce que le no-code, low-code vont révolutionner le métier de développeur? Allez, je vous laisse en parler. Qui veut se lancer? Vas-y, je t'en prie. Vas-y, Maxime. Moi, je pense que c'est déjà le cas. C'est déjà en train de révolutionner les choses. Ça va très très vite, surtout avec l'IA. Il faut faire une grosse veille parce que les outils évoluent extrêmement rapidement. Nous, là où ça a révolutionné les choses, c'est quand on va voir nos clients et que le temps de développement a été considérablement réduit. Donc, on fait des devis qui sont généralement acceptés parce que, je vais vous prendre un exemple tout simple. On a travaillé avec Carte Noire pour leur faire une application pour leur magasin. Et ils avaient eu un devis par une agence de développement classique à 120 000 € et on leur a proposé un devis à 30 000. Donc, je suis très mauvais en maths, mais on peut diviser le tarif par 4-5. Donc pour eux, ça leur change la vie. Et forcément, le temps de développement a été très réduit. Pour moi, c'est déjà le cas. Et il y a déjà beaucoup de groupes. Là, notamment, nous, on travaille avec le groupe TF1 qui commence à se mettre à la page, en tout cas. Ils commencent à y aller. Ouais, tout à fait aligné avec Maxime. En effet, aujourd'hui, les grands groupes, au début, en fait, le no-code, je pense, était plutôt adopté par les entrepreneurs, startups, vu leur ouverture au risque et à utiliser des nouveaux outils et surtout par le besoin de la vitesse d'exécution. Comme le disait Maxime, je pense que la proposition de valeur plus importante de ces outils est la vitesse d'exécution et vraiment la rapidité par rapport aux outils ou au développement traditionnel pour atteindre des objectifs de développement. Alors qu'auparavant, c'est vrai qu'en traditionnel, comme l'exemple de Maxime, ça peut prendre 4, 5, 10 fois plus de temps en ayant pratiquement le même résultat. Donc aujourd'hui, les grands groupes et toute personne ayant besoin d'une application, d'un site web ou d'une application web se tournent de plus en plus vers des outils no-code, low-code et appuyés aujourd'hui avec de l'IA. Ouais, donc, c'est vrai. Ces outils vont vraiment accompagner. Même du prototypage. Quand tu veux lancer un prototype, tu peux quand même faire un petit truc un peu basique. Et c'est vrai que tu dis, tiens, j'aimerais bien avoir ça. Et en tant que product manager, moi j'étais longtemps product manager, ça donne vraiment cette liberté-là, au-delà du métier de développeur en lui-même.
Alors, Tout donc à fait. on arrive à notre deuxième question. Low code, no code, c'est quoi? Quand on les utilise? Parce qu'en fait, il y a quand même plusieurs concepts là-dessus. Il y a le code traditionnel, le low code et le no code. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu, vraiment brièvement, les choses pour ceux qui ne savent pas entre surtout le no code et le low code? Souvent, parfois, il y a une petite confusion. Parfait. Moi, je peux commencer avec le no-code si tu veux, Maxime, et je te laisse avec le low-code et le code. Donc, des outils no-code, en résumé, ce sont des outils qui permettent de développer des applications, des sites, et même des applications natives sans une ligne de code. C'est là où vraiment il y a la différence entre le no-code et le low-code. Donc, il y a des outils comme Glide, comme Adalo, comme Webflow qui permettent cela. Donc, c'est-à-dire une personne sans un background et sans un historique de tech, sans un historique de développement traditionnel ou voilà, d'ingénieur informatique, peut aujourd'hui, grâce à ces outils, développer des plateformes, des sites assez complexes. Je vous donne un exemple. Moi, je ne suis pas développeur de base. Moi, je suis ingénieur, mais pas informatique, pas informaticien. Et à l'époque, quand je faisais mes études, il y a déjà plus de 15 ans, j'avais des cours de code. J'étudiais du code et j'étais vraiment mauvais. C'était pas pour moi. C'était pas pour moi. Je trouvais pas ça accessible dans mon entendement. Voilà, la logique, le code, vraiment, pendant mes études, j'étais pas du tout bon. Et là, il y a 6-7 ans, quand j'ai découvert le no-code, au début, c'était Bubble, Glide, Bubble et Adalo, j'ai commencé à développer des outils et des solutions assez complexes que pour moi, auparavant, aurait été impossible de développer en code. Donc, c'est une petite revanche personnelle et je pense qu'il y a plein de personnes peut-être qui sont dans le cas où voilà, le code, pour eux, ce n'était pas le cas pour eux de développer des choses en code, mais quand ils ont découvert le no-code, ça a vraiment ouvert un éventail de possibilités, d'opportunités incroyables. C'est là, je pense, où le no-code est vraiment disruptif par rapport à ce qui se faisait avant, parce que ça a permis de créer un nouveau marché, ça a permis de créer des nouvelles opportunités à des entrepreneurs, à des startups et aussi à des grands groupes. Donc voilà pour le no-code, vraiment, là, Maxime va détailler pour le no-code, mais le no-code, c'est vraiment des outils où on n'a pas besoin d'avoir un historique de tech ou informaticien et qui nous permettent de développer des solutions numériques. Ouais, c'est vrai qu'il y a Jérôme et puis David qui nous disent, c'est vrai qu'on n'a pas parlé du IA code ou du code généré par les IA. Alors je vous laisserai faire pour moi, c'est vrai que c'est que le no code ou le low code, c'est vrai que c'est un peu pareil, c'est du code généré, pas forcément par, enfin généré par une machine. Alors je te laisse peut-être en parler Maxime rapidement du low code et peut-être faire un petit focus sur ça, sur cette notion d'IA code. Ok. Alors le low code, en fait, c'est des outils qui vont reprendre les codes du no code, c'est-à-dire du drag and drop. C'est des outils où on va pouvoir construire notre application bloc après bloc, sauf qu'on va avoir une grosse partie de développement. Il va falloir comprendre le développement parce qu'on va devoir comprendre ce qu'est un objet, ce qu'est un tableau. Voilà, c'est des choses qui peuvent être un peu plus complexes pour les néophytes, ceux qui n'ont jamais développé. Il y a une grosse notion de variable aussi. Par exemple, l'outil low-code par excellence, c'est le combo WeWeb Xano, qui sont des outils où on va faire par exemple des boucles, on va faire des conditions sur des variables, etc. Ce qui est plus simple en no-code parce qu'on va parler en anglais, entre guillemets. Là, on va devoir quand même faire des variables, mettre des valeurs à ces variables, les checker à chaque étape de notre développement, de notre boucle. Donc, ça ressemble vraiment beaucoup au code traditionnel. Voilà. Donc Ouais, c'est vrai. Et il n'y avait pas longtemps, je travaillais avec un de nos partenaires et il me disait: «Moi, je veux pas du no-code parce que je veux avoir plus de flexibilité dans le dev et si je fais trop de no-code, en fait, on va être limité dans l'interface» et lui, son métier, c'est faire des applications complexes et s'adapter à tout ce qu'il pourrait avoir comme situation. Il me dit: «Avec le no-code, je restreins trop les possibilités et donc je ne peux pas faire du no-code». Ok, bah c'est exactement ça. C'est que le low-code permet de débloquer ça, de débloquer cette petite partie de flexibilité qui manque au no-code et d'atteindre des applications extrêmement complexes, mais sans tomber dans le code traditionnel. Voilà. Et pour rebondir sur ce que disait David dans le chat, en gros, cette quatrième branche, elle pourrait être quand même regroupée dans le code traditionnel parce que malgré le fait que l'IA
va coder, donc ce qu'on appelle le vibe coding aujourd'hui, il faut quand même comprendre ce que l'IA, il faut savoir la lire en fait. Parce qu'on a beau générer du code par IA, si jamais on ne comprend pas ce que l'IA nous a fait, ça va être extrêmement dur pour faire certaines modifications ou certains débugages parce qu'on développe une boîte noire en fait. Ouais. Et je suis 100% d'accord avec toi parce que j'ai eu le cas il n'y a pas longtemps. Comme je te disais, j'ai essayé de faire un petit script qui allait auto-liker des publications sur Substack pour essayer un petit peu de faire réagir la communauté. Donc j'ai fait mon code, sauf qu'à un moment donné, il délikait les boutons qu'il likait. Oh purée, comment je peux faire? Et là, en fait, j'étais bloqué. Et là, tu te dis, il me faut un développeur. Mais là, j'ai trouvé une petite solution de contournement, puisqu'en fait, avec Google AI Studio, tu peux en fait présenter ton écran. Et je m'en suis servi comme une aide au développeur. Je lui ai dit, hey, regarde, je suis en train de faire le code et j'ai un message d'erreur, ça ne like pas. Et je dis, ouais, comment je peux faire? Et là, il a regardé, il dit, ah ouais, on dirait que la variable machin, le bout du bidule va pas trop. Peut-être que tu devrais faire ça. J'ai copié-collé sa réponse, je l'ai mis dans ChatGPT et il m'a corrigé le code. Donc, tu vois, c'est assez marrant comme quoi une IA peut aider à corriger un code généré par IA. Bah, de toute façon, je pense qu'il est top. Pardon. Je pense que c'est important aussi de donner l'exemple et aussi de conseiller à l'audience s'il se lance en ce moment à commencer à développer des solutions avec ces outils, de se faire accompagner, de vraiment faire appel à des experts, avec des consultants externes pour avoir un retour d'expérience et pas avancer à l'aveugle avec des outils. Chaque outil a sa proposition de valeur, chaque outil a des pour et des contre, mais c'est important de se faire auditer au début parce que ça dépend du niveau de maturité, de la taille de l'entreprise, du niveau de compliance, de sécurité, que les outils vont être utilisés. Donc, je pense que c'est très important en amont de faire ce travail pour ne pas avancer avec un outil et après devoir changer parce que je suis 100% d'accord avec toi parce que c'est vrai que j'ai testé des outils comme Bolt ou des choses comme ça et puis c'est vrai que des fois tu fais un truc, tu t'avances et puis tu es bloqué ou alors tu sais pas faire en fait. Et là, bon, mon cas était hyper simple, hein, c'était juste un petit script tout bête, mais c'est vrai que si j'étais en train de développer une application et c'est vrai que comme tu l'as dit, c'est une boîte noire, Maxime, qui est développée. Si tu connais pas le développement, si tu n'es pas accompagné, si tu n'as pas un senior qui t'aide un peu, et ben rapidement tu as fait un truc, ça marchouille, mais pour faire modifier le reste, c'est hyper compliqué. C'est tout à fait juste. Cet aspect accompagnement, choix des outils. Et c'est vrai qu'on verra tout à l'heure. Alors, en quoi pour vous, l'IA et le no-code ont changé le métier du développement? Qu'est-ce que c'est un petit peu votre sujet là-dessus, votre point de vue? Moi, j'ai parlé un petit peu de ce que je faisais. Je me suis amusé aussi. C'est ça qui est assez fou. C'est que quand on donne à une IA, tiens, je veux faire une application qui va se connecter avec telle API, voici la doc et tout ça, et qui a réussi à faire une API, c'est assez magique. Quel est vos points de vue là-dessus? Est-ce que c'est une évolution, c'est une révolution, c'est un changement à venir? Dites-nous tout. Je prends la parole? Ouais. Vas-y, je t'en prie. Vas-y, Max. C'est clairement, en fait, c'est clairement une révolution. C'est de l'ordre, si ce n'est plus de la. Alors, plus, en fait, le no-code et l'IA, moi, je les mets dans un seul, un seul panier, dans un seul sac, parce que ils vont de pair, en fait. Un outil no-code aujourd'hui qui n'utiliserait pas l'IA, ce serait en fait, il est voué à échouer. Donc, je pense que c'est la plus grande révolution qu'on ait connue depuis Internet. C'est de l'ordre de ces révolutions-là. Voilà. Et pour toi, Georges? En plus d'une révolution, je pense, pour les gens qui ne sont pas tech, c'est une évolution pour les développeurs. Et c'est une évolution dans le sens où aujourd'hui, des développeurs s'appuient et peuvent s'appuyer sur des outils IA, surtout sur du low-code, que du no-code, on en reviendra après, pour accélérer leur processus de développement. Donc, qui dit vitesse d'exécution, veut dire sortir une solution beaucoup plus rapidement, la sortir, la tester, itération, les sujets de maintenance, pareil. Donc, il y a des impacts, pas seulement dans le processus de développement de base au début, pour sortir le projet beaucoup plus rapidement, mais aussi par la suite. C'est-à-dire que la maintenance d'un produit développé en no-code, low-code va être beaucoup plus rapide et beaucoup plus instantanée que si on devait maintenir une application développée 100% en code. Donc, voilà, il y a des impacts plus loin. Et là, nous, on le voit avec plusieurs clients. Il y a des clients avec qui on travaille depuis 3-4 ans qui ont pu sortir une première version au bout de quelques mois, même 2-3 mois. Et la partie maintenance, itération du produit s'est fait
beaucoup plus rapidement. J'ai des clients où des fois le produit itère jusqu'à 10 à 12 fois chaque année. Imaginons ça en code. Si on veut itérer un produit en code, ça peut prendre peut-être une itération ou 2 itérations par an, alors que là, en no-code, low-code, ça va beaucoup plus rapidement. Donc voilà, il y a un changement, pas seulement dans le développement, dans la rapidité d'exécution et dans le fait que beaucoup plus de gens peuvent accéder à la technologie, alors qu'auparavant, ce n'était pas le cas. Sinon, après le développement, à la maintenance, au suivi, aux itérations du produit. Donc, il y a un impact dans tout le cycle d'un produit digital. Ah bah, Jasmine ramène justement un sujet qui est intéressant. Elle dit: ces outils viennent aider les pros et illuminer les moins pros, mais pour ma part, il faut une fondation métier. Justement, est-ce que toi, dans le travail que tu fais avec tes clients, tu leur donnes les clés du camion, ils sont capables de faire des développements, ou alors c'est vous qui gérez ça et vous aidez uniquement sur, enfin c'est vous qui faites la partie dev et le client est plutôt dans les specs ou voilà. Là, Jasmine, elle a tout à fait raison dans le sens pour des produits qui veulent se dire des produits scalables, qui veulent être en production avec des vrais clients, avec qui on veut faire un suivi vraiment en tant qu'entreprise sérieuse, startup sérieuse, il faut des développeurs ou de no-codeurs, low-codeurs avec une base technique. Il faut des gens, comme le disait Maxime, hein, qui comprennent une structure de base de données, qui comprennent des sujets de compliance, de sécurité, de scalabilité. Donc ça, c'est pour une part pour moi, et là, on fera après la différence entre no-code et low-code, pour des produits vraiment qui se veulent en production avec des vrais clients et vraiment dans le monde réel. D'autre part, on a des outils peut-être internes où nous, en tant qu'entrepreneurs, on veut, entre guillemets, jouer, on veut tester une idée. Et là, pour le coup, il ne faut pas forcément être un développeur. On peut être quelqu'un qui vient du marketing, un product manager, quelqu'un qui fait de la vente, mais qui découvre des outils. Et là, je parle vraiment des outils no-code, parce que pour le no-code, c'est ça l'accessibilité, la différence avec le low-code. C'est vraiment pour des gens qui n'ont pas cette base technique et qui peuvent se lancer à développer un produit. Cela, je mets un petit bémol, cela ne veut pas dire que le produit est prêt pour être mis en production, qu'il n'a pas forcément des failles de sécurité, qu'il peut-être n'est pas scalable, mais c'est un peu la contrepartie et l'équilibre du fait que c'est accessible. Donc, c'est accessible, je peux lancer un produit, peut-être en interne pour valider une idée avec l'IA ou avec du no-code. Mais après, plus tard, si on veut vraiment mettre le produit en production, le mettre à l'international, travailler avec des grands groupes, là, pour le coup, il faut être accompagné avec des experts qui s'y connaissent et des développeurs, comme disait Maxime. Là, c'est vraiment la valeur ajoutée des agences comme Shumpo, comme Créanté, de vraiment mettre à disposition cette expertise. Donc, c'est là vraiment pour moi la différence. Donc, pas forcément besoin de connaissances techniques, mais si on le veut de façon professionnelle, oui. Là, pour le coup, ouais, mais je te rejoins à 100% parce que j'étais en train de discuter justement avec une alternante. Elle travaille en fait pour une entreprise en fait qui travaille en fait dans la RSE et elle avait mis en place en interne un petit outil qui permettait de partager des trajets parce que c'est dans leur optique de dire tiens, quand je vais à tel endroit, est-ce que je peux prendre d'autres collègues en même temps, etc., etc. Donc elle a développé elle-même, mais c'est vrai que très rapidement, elle a dit mais c'est bien pour nous à notre petit usage, mais comme c'est une boîte noire, je ne sais pas si c'est scalable, j'ai du mal à faire évoluer les choses. Et elle était à ce moment-là bloquée. Et c'est vrai que, comme tu as dit, si tu n'as pas l'accompagnement, si tu n'as pas quelqu'un qui est là pour t'aider à dire déjà si tu as choisi le bon produit, si on peut modifier, si la sécurité est bonne, tant que c'est à côté, en dehors du SI et sans gérer de sécurité et sans trop de volume, ça va. Mais dès que tu as du volume ou quelque chose qui sont plus complexes, là, tout de suite, il faut des choses, il faut des spécialistes. Et comme le disait Jasmine, c'est bien pour un MVP, ça permet d'aller plus vite et d'aller à l'essentiel. Voilà. Alors, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Maxime? Autrement, ce que je vous propose, c'est qu'on passe aux petits exemples justement de ce que vous avez mis en place avec des projets qui ont été développés en low-code, quoi. Ah, il y a Jérôme qui pose une question qui dit aussi, avec l'IA, où héberger le code? C'est pas simple d'exécuter le code sur une plateforme cloud sans expérience. Alors ça, c'est peut-être, on va peut-être passer justement aux différentes sites parce que là, justement, tu as mis, Georges, des exemples d'applications et de sites web qui ont été développés avec des hébergements. Je vois du Firebase, après on verra peut-être du Bolt ou des choses comme ça, ou du Bubble. Donc, est-ce que tu pourrais juste répondre à la réponse de Jérôme? Après, je vous laisserai peut-être, si tu veux, Maxime, compléter. Tout à fait, ouais. Dépendant des outils no-code, low-code, le code, en fait, soit il est déjà intégré dans l'hébergement de l'outil. Par exemple, on a un Bubble.io qui est un outil plutôt no-code qui est hébergé sur Amazon Web Services et ces serveurs sont aux États-Unis, mais bon, ils peuvent être aussi déplacés en Europe si besoin.
Il y a d'autres outils où voilà, on peut nous-mêmes héberger le code en utilisant nos propres serveurs et l'héberger nous-mêmes ou l'héberger dans les serveurs du client. Donc, ça dépend et ça rejoint un peu ce qu'on disait au début. Chaque cas d'usage a une solution no-code, low-code ou IA. Ça dépend du niveau de maturité, ça dépend du cas d'usage et on aura une solution. C'est ça l'avantage aujourd'hui. C'est pas comme il y a 10 ans où il n'existait que WordPress ou Wix, où on pouvait faire que des sites web. Aujourd'hui, il y a tellement d'outils no-code, low-code et IA qu'on a une solution pour chaque cas d'usage. Donc, voilà, ça dépend si le client il a besoin d'implémenter sa solution dans son serveur, dans ses propres serveurs. Là, on a des solutions adaptées. Si le client, par exemple, un entrepreneur américain qui, lui importe si la solution est hébergée en Europe, aux États-Unis ou sur le cloud, on a aussi des solutions adaptées. Donc, voilà, c'est pour ça, à chaque fois, il faut se faire accompagner et avoir un peu cette expertise qui va pouvoir vous guider à la meilleure solution. Alors Maxime, tu veux rajouter quelque chose? Autrement, je vous laisse présenter différents cas justement d'outils qui ont été utilisés sur différentes applications. Non, on peut passer à la suite. Allons-y. Ok, alors Georges, je te laisse présenter le premier cas là que tu veux mettre en avant, donc qui a été fait avec Firebase, Fluttershy, RevenueCat et WhatsApp. Alors dis-nous, c'est pour le canal de communication avec les clients, c'est ça? Tout à fait. Je n'ai pas pris le cas le plus simple parce que techniquement, c'est un cas complexe. On a des développeurs derrière. Voilà, on développe une application native. Imaginez une application comme Uber pour la commande des taxis, mais où le client final n'a pas d'application. Là, dans ce cas-là, la proposition de valeur de cette solution est que le client final utilise son WhatsApp. Donc, il communique à travers WhatsApp et c'est le chauffeur de taxi qui est l'application. Et c'est le chauffeur de taxi qui gère toute la partie logique du business, qui peut transférer des courses qu'ils ne peuvent pas accepter à des amis à lui, prendre des commissions. Donc voilà, on a des intégrations. On n'a pas seulement l'outil low-code, dans ce cas Flutterflow. Flutterflow, c'est un outil qui permet de développer des applications natives. Quand on parle d'applications natives, ce sont des applications qui sont téléchargeables dans les stores, donc dans Google Play et dans l'Apple Store. Et du coup, Flutterflow est l'un des outils vraiment adaptés pour ce genre de solution. Donc, on a Flutterflow comme outil low-code pour le développement, mais après, on a des intégrations avec la base de données. Là, dans le cas Firebase, on utilise Supabase. On a WhatsApp avec WhatsApp Business. On a RevenueCat pour les paiements. Et là, j'ai oublié de parler de Bexio. Bexio, c'est un outil aussi de compta qui permet de faire de la facturation. Donc, on voit que dans un écosystème où il y a un outil low-code, on a un écosystème de services qui vient se plugger à l'outil et qui nous permet de développer de façon plus rapide la solution. Donc, voilà un exemple. Là, c'est un client en Suisse et c'est une application assez complexe. Qu'on code aurait pris peut-être 1 an, 2 ans à développer parce qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place. Les intégrations. Et combien de temps? Voilà le genre de solution qu'on peut faire. Là, ça a pris 6 mois. 6 mois de développement. Donc, entre le design, branding, design et développement. Donc là, on est en plein phase bêta en privé. Et là, ça va être bientôt disponible en plusieurs langues en plus, dans plusieurs pays. Donc, voilà un peu le type d'application assez grande et complexe qu'on peut développer en low-code. Alors, tu nous as proposé une autre application ici, donc qui était cette fois en France après la Suisse. Donc, Grok Solutions, tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce que c'était, quel brick que vous avez utilisé? Du Stripe, je vois, pour le paiement. Du Webflow, ça c'est pour le site web, je pense. Tout à fait. Et là, c'est intéressant parce qu'on a fait un transfert de technologie. C'est un client avec qui on travaille depuis 4 ans. On a commencé sur du Bubble. Donc, Bubble, vraiment 100% no-code. Et au bout d'un moment, en fait, leurs clients, c'est des entreprises du CAC 40, donc des grandes entreprises françaises. La solution, elle permet de mesurer la rentabilité d'un coaching de soft skills sur les hauts dirigeants de différentes entreprises. Donc, voilà, avec une base scientifique, on fait des calculs et ça permet de mesurer, voilà, est-ce qu'il y a eu un retour d'investissement sur le coaching qu'on a effectué. Et du coup, quelle a été la limite, entre guillemets, de Bubble? C'était la base de données. La base de données de Bubble, par défaut, est aux États-Unis. Et vous imaginez, niveau RGPD, des fois, on travaille avec le CAC 40, les entreprises demandent que la base de données, par défaut, soit en Europe ou même en France. Ouais. Et du coup, face à cette demande, il y a des coûts, on peut le faire avec Bubble, mais il y a des coûts assez importants. Et du coup, le client a décidé de transférer sa technologie sur Google Web et Zano. Quel est l'avantage de Zano? C'est qu'on peut implémenter la solution directement en France, la base de données. Donc, on peut par défaut choisir où est située sa base de données avec le plan initial. Donc, voilà, encore une fois, on revient
au sujet du début, il faut se faire accompagner, il faut se faire conseiller, parce que dépendant du cas d'usage et dépendant du niveau de maturité, Bubble, l'avantage, c'est que c'est une solution full stack, c'est-à-dire qu'on peut faire le design et la partie logique, et c'est plus rapide de développement. Donc, pour une première version, ça peut être tout à fait justifié d'utiliser cet outil. Et après, pour une deuxième version, si on a différentes contraintes, de changer les outils, voilà, pour la partie compliance, RGPD, scalabilité, voilà, on va devoir, ça va dépendre, il faut faire à chaque fois une étude de cas. Ok. Alors là, après, tu nous avais proposé un autre exemple, cette fois justement fait avec Bubble. Donc, comme tu l'as dit, pour ceux qui ne connaissent pas Bubble, tu peux peut-être juste en dire 2-3 mots comment ça fonctionne, parce que c'est vrai qu'on l'a cité plusieurs fois. Et si tu peux juste nous dire 2-3 mots de ce que c'est, voilà, parce qu'autrement, là, on va avoir des personnes qui vont nous poser des questions. Et d'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Du coup, Bubble.io, c'est un outil no-code. Hein. Moi, c'est un des premiers outils que j'ai utilisé au début, en 2019. J'ai découvert le no-code grâce à Bubble en quelque façon. J'ai développé mes premiers outils avec Bubble, mes premières applications. Donc, moi, j'étais au début freelance Bubble. J'étais vraiment dans le monde no-code. Je développais avec cet outil. C'est un outil que vous pouvez voir sur leur site Bubble.io. L'un des plus anciens dans le marché du no-code. Ça fait, je crois, 11 ou 12 ans qu'ils ont été créés et qui sont arrivés aujourd'hui à un niveau de maturité assez impressionnant parce que déjà, c'est un outil full stack où on fait du design, on peut faire la partie logique, on peut faire des intégrations externes. Et en plus, aujourd'hui, Bubble a lancé, ils lancent la semaine prochaine officiellement leur bêta de la partie mobile. Donc, on pourra faire des applications natives avec du Bubble. Donc, moi, je conseille vraiment des entrepreneurs, des startups, et même des grands groupes qui veulent tester et rentrer dans le monde du no-code, low-code, Bubble, c'est l'un des outils les plus parfaits pour ce cas d'usage. Ouais, parce que c'est hébergé ailleurs, donc il n'y a pas les contraintes DSI, enfin, à part la partie sécurité, comme tu le disais, si tu ne fais pas gaffe, il faut quand même que ça soit bien sécurisé. Oui, dans le niveau sécurité, il n'y a aucun problème. Ils ont toutes les compliances, tous les outils qu'on utilise au niveau sécurité. Voilà, ils sont arrivés à un niveau où il n'y a aucun problème pour travailler les grands groupes. Après, ça dépend, comme tu disais, la partie grand groupe, l'hébergement des données ou des sujets peut-être de hyper compliance, les sujets de base de données pour les données médicales. Donc, ouais. Pas tous les outils ont ces compliances. Donc, ça, il faudra voir au cas par cas. Donc, Class to Class, c'était quoi exactement comme projet? Ça a duré combien de temps? Là, je présentais deux EdTech. Donc, Class to Class, c'est une EdTech avec un investisseur danois ce qu'ils font, c'est qu'ils connectent des professeurs partout dans le monde avec des étudiants. Donc, voilà, c'est une ONG à la base qui veut travailler avec l'UNICEF et qui veut démocratiser un peu l'accès à l'éducation avec cette plateforme. Donc, une plateforme pareille internationale. La première version a pris 3 mois de développement. Donc, une plateforme d'éducation avec la mise en relation des profs avec les étudiants et qui est assez complète. Il y a beaucoup de choses à faire. Je vous partagerai la vidéo après en commentaire. Comme ça, les gens pourront voir jusqu'où on peut aller. On peut faire vraiment l'avantage de ces outils côté Bubble WeWeb, ce qu'il faut savoir, on peut personnaliser le design. Le design est 100% personnalisable. Donc, avec les clients qui on accompagne, soit le client il vient avec leur Figma, c'est-à-dire leur maquette, et on implémente le design, soit nous, on peut faire le travail. Mais c'est l'avantage par rapport à… Des fois, on a ces paradigmes des gens qui entendent le no-code, low-code. Oui, on ne peut pas faire grand-chose, on est limité, un peu comme WordPress ou Wix. Là, ce n'est pas du tout le cas. C'est ça aussi le grand avantage. Niveau design, on peut tout faire. Et niveau intégration externe, pareil, avec les API, on peut connecter… Tant que le service externe a une API, on peut connecter tout type d'API sur ces plateformes. Donc, voilà un peu les solutions. Un gros client, la Decathlon, tout le monde connaît. Decathlon, on était la première agence à travailler avec eux dans les sujets de no-code, low-code. Et pareil, on a eu un accompagnement. Là, Decathlon, vous imaginez, en tant que grand groupe, ça a pris beaucoup de temps pour signer déjà le contrat et pour les accompagner. Et en amont, ce qu'on a fait, c'est vraiment auditer et voir le cas d'usage et voir quels outils pouvaient s'adapter. Donc, on a conseillé plusieurs outils en amont. On travaille avec la DSI. Et finalement, les outils qui ont été acceptés avec qui, eux, ils ont dû signer un contrat parce que les grands groupes, voilà, ils signent des fois les contrats avec les outils qu'ils utilisent. C'est WeWeb et Zanon. Par rapport au sujet de compliance, par rapport au sujet de pouvoir installer la solution on-prem, c'est-à-dire dans leur propre serveur, par rapport à la flexibilité, pouvoir importer le code. WeWeb et Zanon, on peut exporter le code. On peut, donc, c'est des solutions vraiment beaucoup plus customisables et personnalisables que du no-code, no-code. Là, on est plutôt dans le monde du low-code.
D'accord. Alors, il y a un petit retour d'expérience d'Arthur hein, qui dit qui a proposé une solution idéale avec Xano. Je vous laisserai lire tranquillement le témoignage. Alors, tu voulais proposer un autre outil en EdTech, Laboriata. Ça, c'est plus proche de chez toi. Laboratoria, ouais, tout à fait. Ouais. C'est en Amérique latine. C'est juste pour finaliser, c'est une grosse plateforme d'éducation. C'est un spin-off de Laboratoria. Là, c'est Laboratoria Plus. C'est un spin-off de la première startup. Donc, cette startup, c'est une des plus grosses EdTech plateformes d'éducation en Amérique latine. Donc, vraiment, il y a des milliers d'utilisateurs dans toute l'Amérique latine. La proposition de valeur, c'est de former des femmes déjà dans des sujets tech et après dans des sujets plutôt soft skills. Donc, vraiment focaliser sur des femmes qui n'ont pas trop de ressources et les aider, les accompagner dans leur carrière professionnelle. Ce qui est intéressant, que les fondateurs de Laboratoria sont des anciens devs qui avaient auparavant une agence. Avant Laboratoria, ils géraient une agence de code. Et là, ce qui est drôle en quelque sorte, c'est qu'ils sont venus nous chercher pour développer leur plateforme en no-code. Donc, on a utilisé Bubble et eux-mêmes, ils se sont rendus compte l'impact et la vitesse de développement. Donc là, c'est un client historique. Laboratoria, ça fait fin 2021 qu'on travaille avec eux. Et c'est l'exemple que je vous donnais tout à l'heure. C'est un client, on a fait la première version en 3 mois. Là, on doit être une version peut-être 20, 25. On a tellement itéré. Un des exemples principaux, c'était leur proposition de business model au début. Au début, ils avaient un plan mensuel pour accéder aux cours et aux différentes fonctionnalités de Laboratoria pour les clients. Ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas trop de traction. Ils ont changé un modèle annuel rapidement, voilà, avec Stripe, avec les intégrations no-code. Et là, ils ont pris de la traction et ils grandissent. Il y a, je pense, plus de 10 000 utilisateurs sur la plateforme. Et là, ça rejoint l'autre sujet, comme quoi le no-code et le low-code sont des solutions scalables. Parce que des fois aussi, ça c'est le deuxième paradigme qu'on a et qu'on nous demande pas mal. Est-ce que ces outils sont scalables? Est-ce qu'on va pas retrouver un plafond à un moment donné et devoir changer en code? Moi, des 140 projets qu'on a développés, il y en a un qui est passion code. C'était parce qu'ils avaient des investisseurs derrière et qui voulaient développer un modèle de machine learning propriétaire qui soit à eux. Donc là, c'est le seul cas que j'ai eu où il y a eu vraiment un transfert de no-code au code. Mais sinon, tout le reste, ils sont restés avec ces outils. Donc, pour revenir pour ce projet-là, c'est 3 mois à peu près pour une version 1 et ensuite des évolutions. Donc, 3 mois, c'est vrai que c'est un budget comme très light par rapport à ce qu'on voit par certaines applications, même créer un petit site web assez basique. Alors, maintenant, on va peut-être passer à Maxime. Alors, Maxime, tu nous as donné 2-3 exemples aussi. Alors, le premier, c'est TF1. Alors, dis-nous tout. Ouais, alors on est allé voir le groupe TF1 et en fait, on leur avait proposé une application pour permettre aux gens qui regardent les jeux télé de jouer sur leur téléphone, en fait, en même temps que les participants qui le voient à la télé. Et du coup, ça a été de longues discussions, 3 mois de négo, mais ils ont fini par accepter une solution low-code. Voilà, ça n'avait jamais été fait à la télé parce qu'il y a des gros cafouillages. Et là, du coup, on lance l'application donc le samedi 21 juin. Voilà, elle est finie, elle est développée. Il la lance le 21 juin et on va voir si ça tient le choc ou pas. Et c'est combien de temps de projet? Parce que c'est quand même un gros truc. Je pense que les TF1, ils veulent que justement cet aspect scalabilité, ils veulent des choses assez complexes. Ça se compte en semaines, ça se compte en mois de projet? Non, là c'est une toute petite application. Attention, on a mis 2 développeurs sur le coup et ça a été fait en 2 semaines et demie. Ouais, donc ça reste quand même raisonnable pour en tout cas une V1 qui quitte à pas, ils pourront le réutiliser pour d'autres applications, d'autres jeux ou d'autres possibilités. Okay. C'est ça. Là, tu utilises aussi WeWeb. Alors, le deuxième projet que tu nous as présenté, c'est Altarock. Alors, Altarock, c'est une grosse plateforme de financement. Altarock, en fait, c'est les leaders en France et bientôt en Europe sur l'investissement dans le private equity. Donc, ils ont énormément de clients. Ils travaillent avec la Société Générale, ils travaillent avec toutes les banques, ils travaillent avec des gens qui ont beaucoup d'argent. Et nous, en fait, on a programmé une plateforme qui permet à ces gens d'investir en fait et de suivre leur investissement. Donc, on a toutes les datas liées à notre investissement. Donc, par exemple, il y a des gens qui ont investi
entre 10 et 5, il y a des gens qui investissent entre 10 et 50 millions d'euros, donc ils passent par la plateforme, ils signent des conventions, ils signent voilà, tout un tas de choses. Ensuite, ils transfèrent l'argent via la plateforme, donc on a un outil externe qui nous permet de faire ça. Et nous, on a codé voilà, toute cette plateforme voilà, qui a été codée là, de A à Z. Et donc, c'est un gros projet. Là, ça va faire bientôt un an qu'on est dessus. Voilà, donc, on va fêter nos 1 an dans 10 jours. Et c'est reconduit jusqu'en 2026, voire 2027. Donc, voilà, c'est des grosses plateformes, gros investissements. Et très touchy au niveau législation et au niveau, voilà, faut faire attention où arrivent les virements, parce que voilà, on ne parle pas de 3 euros, donc si jamais il y a un virement qui arrive dans le mauvais compte, voilà, ça peut nous mettre un peu dans la panade. Voilà. Ok. Alors donc moi, si je comprends bien, il faut bien choisir les bons outils et vérifier après la scalabilité des applications. En low-code, je vous ai vu utiliser beaucoup WeWeb, Xano, Supabase, Flutterflow. Et en no-code, on a parlé de plateformes un peu plus, comment dire, complètes où tout est hébergé, du Bubble.ai, du GlideApps ou du software, et voir combiner différentes applications. Alors, la question d'après, elle va tomber. Quelles sont les limites et les erreurs à éviter, justement, parce que ça, quand vous le racontez, ça a l'air si simple et ça a l'air facile à mettre en place. Donc, tu nous as dit, Georges, qu'il y avait quelques écueils à éviter, comme le mauvais choix de l'outil au départ et l'accompagnement technique. Est-ce qu'il y a des choses un petit peu qu'on doit surveiller et sur lesquelles on doit faire attention? Je pense qu'il y a 2 sujets, il faut les séparer. Un des sujets va être le sujet de compliance par rapport aux entreprises, aux clients qu'on va voir. Et l'autre, ce sont des limitations peut-être plus tech. Donc, niveau technique, aujourd'hui, on va dire que 95% des solutions qui existent dans l'écosystème sont faisables techniquement avec plutôt low-code, parce que nos codes peut-être un peu plus limités, mais si on parle de low-code avec des intégrations externes, aujourd'hui, on peut développer toutes ces solutions. La limite va se faire, et moi, je le vois, par exemple, avec des clients qui me demandent des intégrations hardware, software. Donc, imaginez un dispositif GPS, un dispositif Bluetooth qu'on peut connecter avec une application. Là, pour le coup, les langages de communication entre les deux se font pas en no-code ou low-code. Il faut développer du code, il faut intégrer un code. Donc, pour ce genre de solution, nous, on priorise du code. On a 2 clients, par exemple, dans ce cas-là, où il faut intégrer des dispositifs externes. Ou même là, on a un client avec un micro externe. Lui, il produit des micros pour des chanteurs. Il veut créer une application. Et du coup, là, c'est plutôt du code. Mais après, pour la plupart des cas, des marketplaces, des applications vers des clients, des outils internes, aujourd'hui, le low-code suffit largement. Et après, l'autre sujet par rapport technique va être aussi le sujet de scalabilité. Donc, mais plutôt pas par rapport au nombre d'utilisateurs, mais plutôt par rapport au nombre d'utilisateurs concurrents. Donc, oui. on parle si la plateforme elle arrive à tenir la charge, s'il y a 10 000 personnes, comme tu disais Maxime avec TF1, s'il y a 50 000 personnes qui se connectent en même temps sur l'application, il faut que l'application soit capable de tenir. Parce que moi, je le vois, j'ai plusieurs hébergeurs, j'ai du Yonos et du OdeSwitch. OdeSwitch, c'est du tout mutualisé. Et ça, quand tu as d'autres personnes qui font un trafic de malade en même temps, bah, ton site, il en pâtit. Donc, si tu as un serveur dédié, ou c'est un truc dédié, c'est beaucoup plus simple. Alors, il y avait 2 questions qui sont arrivées pendant qu'on discutait. La première, en fait, c'était par quelle plateforme commencer quand on débute. Je pense que Bubble, tu l'as cité plusieurs fois. Et il y a Kautar qui disait et GitHub dans tout ça, parce que GitHub, c'est un peu l'ancêtre. Qu'est-ce que vous en pensez? GitHub, c'est, je pense qu'ils ont raflé le marché, ils ont encore de beaux jours devant eux, mais les plateformes pour commencer quand on se lance, en fait, tout ça, ça va dépendre de ton niveau de connaissance et de ton niveau de technicité. Quelqu'un qui n'y connaît rien en développement, un software, un glide, ça va être très bien. Il va pouvoir faire des choses, un petit Airtable en base de données, ça va être facile pour lui. Quelqu'un qui a un niveau de technicité un peu supérieur va pouvoir aller sur du Bubble, où là, faut quand même comprendre ce que c'est une base de données, les jointures, tout ça.
Voilà, et pour faire une belle app sur Bubble, c'est important de connaître quand même un peu le dev pour faire quelque chose de costaud. Et ensuite, quelqu'un qui est familier avec le code va pouvoir aller sur des outils comme WeWebExam. Voilà. Ok, bah merci pour toutes ces précisions. Alors, on arrive maintenant à une question qui va arriver. Comment convaincre les développeurs, entre guillemets, traditionnels, de passer à l'IA de no-code? Parce que bah, c'est comme un artiste. Tu lui dis, voilà, tu fais ton tableau tout seul et maintenant tu vas utiliser, je sais pas, une tablette graphique et Photoshop ou si tu as une voiture, tu passes de la boîte manuelle à la boîte auto. La personne dit, non, mais moi j'ai la boîte manuelle depuis des années, pourquoi je passerai à l'automatique, quoi? Je pense que c'est quoi le discours et qu'est-ce que vous diriez aux développeurs qui disent non, non, c'est pas pour moi. De toute façon, ce que je développe, souvent ce que moi je vois, les développeurs disent non, mais le low-code, le no-code, non, mais ça c'est pour les débutants. Moi, je code vachement mieux, je contrôle mon code et puis voilà, moi c'est mieux fait. Et puis de toute façon, je vais réécrire le truc parce que c'est pas parfait. Ça, je le vois souvent. Non, mais ce qu'ils ont fait les autres, c'est pas terrible. Je réécris le truc pour que ce soit plus propre. Alors, qu'est-ce que vous dites à un développeur traditionnel? Tu veux y aller, Georges? Vas-y. Hein. Du coup, ouais, en fait, je pense qu'il y a eu différentes phases dans les dernières années. C'est au début, quand il y a ces outils qui ont apparu, il y a eu vraiment un blocage et des fois, on voulait mettre en face les développeurs, les no-codeurs, il y avait une sorte de concurrence, alors que pas du tout. Ce sont des outils qui doivent et qui aident aujourd'hui des développeurs traditionnels. Au contraire, des outils low-code et de l'IA permettent d'accélérer le processus de développement. Donc, à la fin, pourquoi s'y mettre? C'est pour aller plus vite. C'est pour faire plus de choses, pour exécuter plus vite, pour faire la maintenance plus vite. Donc, ce sont des outils qui vont vraiment être en soutien, en support aux développeurs et qui ne vont pas du tout remplacer leur travail. Il y a tellement de technologies, tellement de développement à faire, tellement de projets que ça aide vraiment en tant que support. Donc, c'est plutôt ça, je pense, le point de vue qu'il faut avoir, plus que ça va remplacer des développeurs traditionnels. Il en faut et il en faut beaucoup par rapport aux besoins du marché. Ouais, puis c'est vrai qu'il y a un autre point qu'a soulevé Maxime tout à l'heure, quand tu as dit le tarif qu'il y avait entre un développement spécifique traditionnel à la mano et en low-code, là forcément, il faut se poser des questions, quoi. Qu'est-ce que toi tu dirais aux développeurs ou une agence de dev classique? Oh, c'est compliqué. C'est compliqué. En fait, il y a certains besoins qui vont toujours être faits en développement pur. Donc là-dessus, je pense qu'il n'y a pas de sujet. Tout ce qui est application bancaire, tout ce qui est grosses apps ou solutions déjà un peu vieilles sur lesquelles c'est trop dur de passer en no-code. Donc là, il n'y a pas de sujet, il va falloir des développeurs. Par contre, une agence ou des développeurs qui sont un peu juniors ou qui font du MVP, des petits projets, un peu comme ce qu'on fait nous, entre guillemets, c'est des projets assez light. Là-dessus, il a forcément perdu contre quelqu'un qui est dans le no-code ou qui code avec de l'IA. C'est obligatoire. Il est obligé de perdre. C'est comme s'il essayait de lutter contre un tsunami. Il peut juste essayer de le surfer, mais il va pas pouvoir lutter contre. C'est quasi impossible parce que ça va trop vite, parce que les prix sont cassés, parce que le client il va pas se permettre de payer plus cher pour un temps de livraison plus long. Il n'y a pas de sens en fait à ça. Donc pour moi, le sens de l'histoire entre guillemets, c'est que ça va prendre le pas sur les petites apps, le travail qui était avant effectué par des juniors en fait, qui étaient, moi j'ai été junior développeur, c'était ça que je faisais, des petites applications, des petits trucs comme ça. Aujourd'hui, si on n'utilise pas mais il y a quasiment aucun développeur aujourd'hui qui n'utilise pas l'IA c'est très très rare, c'est extrêmement rare. C'est le même débat qu'il y avait lors de la sortie de certains frameworks en fait. Il y avait les purs JS et il y avait ceux qui se mettaient à React ou à Vue et voilà, les puristes, c'est tout le temps compliqué de les convaincre. Ouais. Toi, genre, tu disais que c'est plutôt un changement et il faut de l'ouverture et de l'impulsion du management, c'est ça c'est oser changer les habitudes et une gestion du changement. Oui, donner beaucoup plus de liberté aussi aux gens qui ne sont pas du tout tech, donner cette accessibilité à la tech et à pouvoir développer leurs propres outils. Nous, on a vu avec des gros clients, à un moment donné, on a travaillé avec Schneider Electric aussi aux États-Unis.
Il y avait notre client interne qui avait un besoin spécifique de développement d'un outil de gestion de projet pour suivre maintenance des produits qu'ils développaient. Ils devaient attendre, ils avaient dans le département de DSI avait 2 ans de backlog, 2 ans et demi de backlog. Donc, les grands groupes, quand des gens en interne soumettent des idées, bah, des fois, il faut attendre quelques années pour avoir leur solution. Alors que dans ce cas-là, avec un petit budget, bah, ils ont pu développer leur solution, ou même eux-mêmes aussi. Hein, il y a d'autres cas où il y a même les centres d'innovation. On voit de plus en plus aussi comment les centres d'innovation des grands groupes commencent à avoir ce pouvoir de développement d'applications internes, de solutions pour pouvoir tester, itérer. Cela ne veut pas dire qu'ils ne travaillent pas avec la DSI, mais c'est juste qu'au début, pour se lancer, pour valider une idée, il faut bien commencer par quelque chose. Et c'est bien si on peut commencer petit et rapidement pour la valider avant de devoir passer en production et travailler avec la DSI de la main. Ouais, la méthode agile. On voit aussi. Alors on arrive bientôt à la fin du webinaire. La dernière question que je voulais vous poser, c'est quelles sont les tendances à venir pour vous d'ici à 2 ans pour le métier de développeur lié à tout ce qui est IA et no-code. Je te laisse peut-être commencer, Georges, sur cette question-là de prédiction. Donc, les tendances à venir pour toi sur le métier de dev. Comme disait Maxime, il y a tellement d'outils qui apparaissent tous les jours en sujet de IA, aussi de no-code. Même en no-code, moi, je me fais contacter par des nouveaux outils qui se développent. Il faut être à jour, je pense. Il ne faut pas se perdre non plus dans cette merde d'outils avec essayer de tout utiliser. Il faut peut-être attendre un peu. Nous, avec l'IA, ce qu'on a fait, on a attendu quelques mois avant d'implémenter les outils. Je parle de ChatGPT, Claude AI, ce sont des outils qu'on utilise tous les jours, nous, on intègre dans nos process. Pareil pour toute entreprise, pour tout entrepreneur, c'est vraiment tester, être à jour. Et quand il voit que l'outil est assez mature, que ça résout un problème en interne, commencer à l'implémenter. Et pareil, commencer petit et après commencer peut-être à le démocratiser plus en interne. Mais c'est ce qui va arriver, je pense, dans plein de départements aujourd'hui avec l'utilisation de ces outils. Et après, pour les développeurs, pareil, aujourd'hui, les outils IA, ce que disait Maxime, ne sortent pas un code vraiment, ce qu'on appelle clean, hein, qui soit vraiment utilisable à 100% par les développeurs. Donc, pour beaucoup de solutions, le développement traditionnel a du sens et va encore rester quelques années jusqu'à ce que ces outils arrivent à ce niveau de maturité. Mais pour d'autres solutions, si on veut prototyper, si on veut sortir une landing page rapidement, là, par exemple, j'ai le cas avec la Chambre de commerce franco-américaine à Miami. Moi, je suis basé à Miami, je ne l'ai pas dit. Bah, ils partent à Paris semaine prochaine pour Vivatech. Ils m'ont contacté jeudi dernier pour développer leur landing page. Ils n'avaient pas trop de budget, c'était quelque chose en urgence, en 24 heures. On a utilisé V0, l'outil IA. On a développé la landing page. On va l'héberger sur V0 et là, en 24 heures, elle est live. Donc, encore une fois, il y a des cas d'usage, il y a des fois des urgences, on ne peut pas le faire en code, il faut passer par l'IA. Et là, c'est un cas précis. En 24 heures, on lance une landing page qui va être utilisée à Vivatech la semaine prochaine par la Chambre de commerce. Donc voilà, à chaque cas, il faut vraiment s'adapter aussi, avoir cette ouverture d'esprit et pouvoir s'adapter et pas aller contre les outils, mais plutôt les évangéliser, les adapter. Ouais, c'est vrai que tu disais dans la préparation qu'il y avait 0,3% des personnes qui codaient. Et maintenant, avec les outils de low-code, no-code, ben on va pouvoir augmenter ces compétences-là et les rendre plus accessibles à tout le monde. Alors, Maxime, tu voulais rajouter un dernier point? Ouais. Oh non, Georges, tu voulais dire quelque chose? Juste pour conclure, par rapport aux 0,3%, en fait, c'est là les données objectives qu'on a aujourd'hui dans le monde. 0,3% des gens dans le monde savent coder, ça représente un peu plus de 25 millions de personnes. Et d'autre côté, on a une demande de plus de 500 millions d'applications web, d'applications natives. Donc, les développeurs, on en a besoin. Donc, c'est là où ces outils rentrent en jeu parce qu'on va pouvoir augmenter la capacité de répondre à cette demande croissante qu'il y a dans le monde. D'accord. Alors Maxime, toi, tu veux rajouter quelque chose sur cette partie vision, sur le métier du développeur ou du développement d'ici à 2 ans? Non, je pense que ça va. Non, ce qu'a dit Georges est très clair. Non, je pense qu'il va y avoir de plus en plus de gens qui se mettent sur le marché. On le voit avec, en tout cas en France, il y a des armées de no-codeurs qui arrivent. Moi, c'est vrai que quand je me suis lancé, c'était un peu l'Eldorado parce qu'on n'était pas beaucoup. Là, aujourd'hui, il y a beaucoup de formations qui forment des no-codeurs et des développeurs. Moi, j'ai commencé à développer quand j'avais 12 ans, donc ça remonte maintenant, c'était il y a 18 ans. Donc,
Donc, c'était un peu, on était un peu une niche et aujourd'hui, on a de plus en plus. Ça se répand en tout cas de plus en plus, mais tant mieux. Il y a beaucoup d'applications, comme a dit Georges, à faire. Donc, c'est cool. Ça fait plus Là, de vous êtes en connaissances. train de faire des émules. Il y a Jasmine qui nous dit Georges et Maxime me donnent envie de m'y mettre. Là, en plus, j'ai 2 projets d'application. Donc, bravo si vous réussissez à convaincre une nouvelle no-codeuse. C'est une très bonne chose. Alors, si on se dit qu'il y a un seul conseil à retenir de ce webinaire qu'on a fait ensemble sur le no-code, le low-code et l'IA dans le développement, ça serait lequel? Alors, Georges, pour toi, s'il y a un conseil que tu dois donner, à part peut-être lancez-vous et faites-le, ce serait quoi ton conseil principal? Ce que tu as dit, c'est se lancer, en fait, c'est vraiment l'idée que vous avez depuis longtemps. Tout le monde a une idée, tout le monde a un esprit entrepreneurial dans soi. Forcément, on a des idées, on veut changer le monde, soit pour résoudre une problématique peut-être interne, pour résoudre un problème de notre jour à jour, ou pour résoudre une problématique plutôt pour des clients. Lancez-vous, utilisez, moi je vous conseillerais, partez par du Glide, du Airtable, du Bubble de base, déjà des outils vraiment no-code si vous n'êtes pas tech, pour découvrir un peu ce que ça fait de développer quelque chose. Vraiment, vous allez voir cette satisfaction personnelle. Moi, ça m'est arrivé il y a 6 ans quand j'ai réussi à développer une sorte de Airbnb à l'époque sans une ligne de code. C'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. C'est vraiment une satisfaction qu'en quelques semaines, développer ce genre de solution alors que vous n'êtes pas développeur, c'est incroyable. Donc, excuse-moi Frédéric de te répéter, mais c'est vrai, il faut se lancer. C'est mon conseil numéro 1. Mais en utilisant les bons outils. Là, dans ce cas-là, si vous n'êtes pas tech, un outil no-code, vraiment no-code, lancez-vous avec Glide Apps, avec Bubble. Et vraiment, en utilisant ces applications, vous allez comprendre comment marche le process de développement d'une application, l'aventure entrepreneuriale. Voilà, vous allez découvrir tellement de choses qu'il n'y a que ça qu'il faut faire. Alors, il y a Pierre qui pose une question qui dit votre avis sur Replit? Je ne sais pas si vous connaissez cette plateforme. Ouais, moi je connais. Replit, c'est comme Bolt, c'est comme Lovable. Pour l'instant, c'est très bien toutes ces plateformes. Elles sont en train de se faire la guerre pour savoir qui va gagner. Pour l'instant, c'est des plateformes qui génèrent beaucoup d'attractions. Il y a beaucoup de gens qui sont comme des dingues dessus. Aujourd'hui, moi, j'ai encore jamais vu de vraies applications développées dessus. Donc, c'est pas encore full viable pour des applications costauds. Mais nous, en tout cas, on s'y intéresse de près pour savoir qui va gagner ce jeu, qui est un jeu extrêmement complexe de levée de fonds, de qui aura le plus de cash, qui aura le plus d'ingénieurs chez eux pour créer la plus grosse application d'IA qui gagnera. Voilà. Aujourd'hui, on sait que pour moi, ces applications, ça me fait penser à Midjourney. Avant, Midjourney était l'IA standard pour faire de la génération d'images. ChatGPT a fait une modification pour faire de la modification d'images qui était mieux que Midjourney. Ils ont raflé tout le marché d'un coup. Donc aujourd'hui, c'est très... investir sur une plateforme ou une autre, c'est très compliqué. Ça bouge trop, ça va trop vite. Il faut attendre que ça se décante, entre guillemets. Ok. Donc, ton conseil numéro 1, ça serait aussi se lancer comme Georges? Oui, se lancer et surtout, moi, mon conseil, ce serait d'apprendre un tout petit peu le dev. Voilà, je conseillerais à tout le monde de se mettre sur les formations d'HTML, CSS avec un tout petit peu de PHP pour comprendre ce que c'est une base de données, ce que c'est une requête HTTP, ce que c'est du HTML, ce que c'est du CSS. Voilà, comprendre comment le web est fait, parce que ces applications, elles font du web. Voilà, juste comprendre un tout petit peu ça va vous donner en fait des bases extrêmement solides qui vont vous permettre après d'être hyper à l'aise sur n'importe quel outil. Et en fait, c'est un peu comme si vous aviez les fondations de votre maison qui étaient solides. Voilà, vous allez pouvoir après construire un deuxième, un troisième, un quatrième étage. Si vos fondations, elles sont un peu pas top, ça va être compliqué de construire haut. Alors que là, si vous avez des notions un peu de HTML, de CSS, avec un peu de PHP, vous n'êtes pas obligé d'en arriver jusque-là, mais voilà, PHP, SQL, histoire de comprendre comment ça fonctionne côté serveur. Ça peut être intéressant. Et en tout cas, moi, chez moi, je recrute que des gens qui sont passés par ça. Voilà.
Alors justement, si on veut en savoir plus sur vous, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur vos 2 sociétés? Parce qu'on a fait un petit pitch rapide. Je te laisse peut-être, commencer, Georges, et ensuite, je te laisserai en parler Maxime. Alors redites-nous un petit peu, qu'est-ce que c'est Créante? Qu'est-ce que c'est Shumpo? Et comme ça. Merci Frédéric. Du coup, Créanté, c'est une agence de no-code, low-code qui accompagne des entrepreneurs, des grands groupes à développer leurs solutions digitales, applications web ou applications natives. Donc, la proposition de valeur est vraiment la vitesse d'exécution grâce à ces outils. Vous pouvez nous trouver sur notre site créanté.co ou sur LinkedIn à Créanté, ou directement vous pouvez me contacter sur LinkedIn aussi avec mon nom et prénom, Georges Del Carpio. On va avoir plaisir de vous accompagner, de vous guider, même pour vous orienter. C'est toujours notre travail de tous les jours, donc avec grand plaisir. Ok. Et toi, Maxime? Nous, on essaye d'être un partenaire business et tech avec les entrepreneurs qui viennent nous voir. Donc, on les accompagne sur toute leur stratégie digitale et on leur évite en fait les pièges dans lesquels on peut tomber quand on va voir certaines agences. Donc, c'est vrai que nous, on essaye de cibler le bon outil au bon endroit, mais avec une vision business pour permettre à l'entrepreneur de gagner de l'argent. Et notre vision, c'est que si cet entrepreneur-là qui vient nous voir gagne de l'argent grâce à nous, il va revenir nous voir pour faire une V2, une V3, une V4. Et en fait, on va créer une relation de confiance. C'est pour ça qu'on se considère comme des partenaires business tech. Et pour l'instant, ça marche très, très bien. Je peux même plus prendre de clients, voilà. On n'est pas assez, voilà. On est 7 et actuellement, voilà, on est tous bookés, voilà. Bon, merci pour montrer, prouver que c'est le succès. Alors, il y a Jérôme qui fait une petite blague, qui disait que je pensais que no code, c'était no développeur. Alors, oui et non, c'est ce que disait Georges tout à l'heure. Quelqu'un qui ne connaît pas le développement peut faire une petite maquette, peut faire un MVP, peut faire une première version. Mais c'est vrai que si tu veux monter à l'échelle, si tu veux faire du débugage, c'est vrai que c'est quand même bien d'être accompagné. Et je te dis, moi, je l'ai vécu moi-même. J'ai lancé une petite application très simple pour utiliser de l'IA pour faire du speech to text, des voix synthétisées. C'est vrai que tu peux te débrouiller un peu, mais au bout d'un moment, si tu veux vraiment passer à l'échelle, il faut vraiment avoir un peu plus d'accompagnement. Alors, merci à tous les deux pour ces conseils. Créanté, il y a des coordonnées. Shumpo, donc on va sur shumpo.io plutôt, excuse-moi. Shumpo.fr. Nous, on travaille pratiquement qu'en France. On fait la France, la Suisse, en fait, on fait beaucoup de pays francophones. On ne travaille pas trop à l'étranger. Voilà. On a déjà tellement à faire en France que on va pas pour l'instant aller à l'étranger. D'accord. Bon, alors, donc nous, on se retrouve pour les prochains webinaires. Moi, par exemple, le 12 juin, je fais une matinale dédiée Mutuelle Assurance. Le 4 juin, une petite présentation des nouveautés d'UpSpot Marketing. Donc, le 4 juin à 13h30, si vous êtes intéressé. Et après, une matinale dédiée Industrie Logistique. Et on se retrouve également pour le dernier webinaire de la série des 12 défis du Numéricissimo. On se retrouvera le 1er juillet pour un sujet dont on a rapidement parlé tout à l'heure avec Georges, qui est Women in Tech, comment attirer des talents féminins dans la tech. Donc ça, c'est vrai que c'est un vrai sujet qui arrive tout le temps parce que c'est un métier qui est quand même très masculin. Et pourtant, en fait, il y a beaucoup de place. Comme tu l'as dit, vous n'êtes que 7 chez Shumpo. Si on peut faire créer des vocations, c'est l'idéal. Donc, ne manquez pas le 1er juillet sur ce sujet Women in Tech. Et bien sûr, vous pouvez revoir sur numéricissimo.fr les différentes éditions du Numéricissimo. Et pour télécharger le guide et faire partie de l'annuaire 2025, et tout simplement, il suffit d'aller sur le site numéricissimo.fr et cliquer sur rejoindre l'annuaire et rejoindre l'annuaire. Donc, merci à tous les deux. Merci pour ce débat passionnant. Il y a Pierre, Jasmine, Jérôme qui vous remercie pour tous ces bons conseils. Merci à tous les deux. Et puis, bien entendu, si vous souhaitez contacter Maxime et Georges, vous avez leur LinkedIn et j'espère qu'ils pourront répondre à vos attentes. Merci à tous. Aucun problème. Merci, au revoir. Merci Frédéric, merci Maxime. Bonne journée. Au revoir.